Mon invité qui s'appelle Arthur Barillas de T. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes directeur général de Fatan Liceo Oversea. Vous suivez de très très près tous les jours le trafic maritime avec une newsletter d'ailleurs tous les jours. On a évidemment parlé des conséquences de la guerre sur le pétrole, sur le gaz. On verra tout à l'heure l'ouverture des cours du gaz qui s'annonce très haut. Mais ce dont on parle un petit peu moins, c'est les perturbations sur le trafic maritime de marchandises, c'est-à-dire du fret. Est-ce que ce trafic est également perturbé ? Absolument. Donc on parle d'une crise énergétique, d'une crise géopolitique, mais c'est aussi une crise logistique, puisqu'il y a des perturbations majeures sur le trajet des porte-conteneurs qui ne peuvent plus emprunter le détroit d'Ormuz. On estime qu'il y a à peu près 500 000 conteneurs qui sont bloqués et qui sans pouvoir accéder au détroit. Et ça déclenche donc de la part des compagnies maritimes des scénarios alternatifs, donc la création de corridors, par exemple, via le port de Jeddah en Arabie Saoudite. On va peut-être le voir en carte. J'avais préparé une carte qu'on va peut-être pouvoir jouer, une carte où on voit Jeddah et les différentes routes qui, du coup, ne prennent plus la mer, mais la route terrestre pour aller vers le port de Jeddah ou bien pour aller vers le port de Fujairah qui a été bombardé également. Du côté des Émirats, on voit ces routes alternatives. Vous pouvez nous décrire cette carte ? Oui, absolument. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout ce qui est à l'ouest du détroit d'Ormuz est plus réellement accessible pour des questions de sécurité, pour des questions assurantielles aussi, on en parlera peut-être. Et donc aujourd'hui, les compagnies maritimes trouvent des scénarios alternatifs. Donc ce que vous voyez, c'est que Jeddah est devenu le point d'entrée pour toute une partie des ports qui sont à l'ouest du détroit d'Ormuz. Et puis aussi quelques ports à l'est du détroit d'Ormuz par lesquels on fait un corridor terrestre, le port de Fujairah, il y a le port de Khor Fakkan aussi, qui permettent d'aller, je dirais, abreuver ou en tout cas desservir ce qui est à l'ouest. Donc c'est des solutions de contournement dont on estime qu'elles sont amenées à durer, puisque la durée de la crise aujourd'hui est assez mal connue. Sauf que ces ports ne sont pas forcément équipés. Absolument, la difficulté dans le transport maritime, c'est la taille des infrastructures. Il se trouve que ces ports-là n'étaient pas des ports qui étaient destinés à absorber des volumes tels. Donc la difficulté qu'on a, c'est des congestions majeures qui commencent à se produire dans ces ports. Et la question, c'est aussi quelle solution alternative quand on aura maximisé ces ports. Une petite question avec vous. Est-ce qu'on pourrait assister à cette nouvelle route, le retour sur le devant de cette ancienne route par le cap de Bonne-Espérance, donc que les compagnies décident de contourner totalement l'Afrique, ce qui, on imagine, ferait perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Oui, absolument, c'est la nouvelle norme. Cette route est aujourd'hui celle qui est principalement empruntée par les compagnies maritimes, puisque les rebelles yéménites Houthis ont annoncé aussi des attaques si des porte-conteneurs décidaient de passer par Bab el-Mandeb, donc la mer Rouge. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies maritimes qui avaient décidé pour certaines de repasser par Suez pour leur trajet vers l'Asie, repassent aujourd'hui toutes par le détroit de Bonne-Espérance, qui a deux impacts très clairs. Un, des coûts supérieurs en termes de fuel. Deuxième chose, des temps de transit allongés, puisque ça prend plus longtemps de faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. Combien de temps ? 10-15 jours de plus, c'est ça ? Absolument, 10-15 jours de mer supplémentaires, oui. Vous parlez des cours du fuel qui ont augmenté aussi, donc de manière générale, le fret a augmenté. Ça veut dire quelles conséquences concrètement pour nous ici en France ou pour ceux qui nous regardent en Afrique ? Ça va, sur les marchandises, ça peut augmenter et puis avoir un impact direct sur les prix pour nous ? Absolument. Le taux du conteneur maritime a augmenté d'à peu près 10 à 20% sur les dernières semaines. Il y a des surcharges supplémentaires qui ont été appliquées d'à peu près 10%, qui sont des surcharges d'urgence liées à l'augmentation du prix du fuel. Les transporteurs routiers ont aussi mis à jour leur taxe gasoil avec plus 10%. Donc de manière générale, il y a un surcoût de transport d'à peu près 10 à 20% aujourd'hui. Le transport, c'est un des facteurs du prix des produits que les consommateurs achètent. Mais on peut estimer qu'il y a une inflation de quelques pourcents qui se cache aujourd'hui et qui arrivera peut-être demain sur les étiquettes, puisque si la situation est amenée à durer, je ne pense pas que les entreprises pourront absorber l'intégralité de ce choc économique. On se souvient de 2022, la guerre en Ukraine, le début de la guerre en Ukraine ou de l'offensive russe à grande échelle. Est-ce qu'on pourrait atteindre une inflation qui serait comparable à celle de 2022 ?
avec cette situation actuelle? Alors, au moment où je vous parle, non, parce qu'on se souvient que les prix, lors de la guerre en Ukraine, avaient quadruplé, quintuplé les prix du transport. Aujourd'hui, on est sur un phénomène qui est beaucoup plus mesuré. En revanche, ce qui interroge, c'est la durée. Je vous donne un chiffre. On estime que si la crise dure 1 an, c'est un surcoût de 30 à 35 milliards en carburant pour les compagnies maritimes. 35 milliards de dollars? 35 milliards de dollars sur 1 an. Donc, c'est quand même des coûts qui sont extrêmement significatifs et que les compagnies maritimes vont répercuter à leurs clients entreprises, qui vraisemblablement vont finir par le répercuter au consommateur final. Un mot, Christophe, je me permets. Est-ce qu'on pourrait assister aussi, comme on l'a vu, notamment avec les distributeurs pétroliers ici en France, avec une forme d'effet d'aubaine? C'est-à-dire que les transporteurs pourraient ne pas accentuer leur marge, en tout cas au début, facturer plus cher leurs clients pour le haut prix du container, alors que sur les coûts réels ne sont pas aussi hauts que cela? Alors, c'est une possibilité. Je mets deux bémols à ça. Le premier, c'est qu'on est sur un marché, donc ça veut dire que les acteurs sont en concurrence. Donc, ça veut dire qu'a priori, si des acteurs essayent de faire ça, il y aura comme une force de rappel. Deuxième chose, le transport routier en France, c'est un secteur qui est assez sinistré. Et donc, il y a fort à parier que les entreprises cherchent à limiter la casse plutôt qu'à profiter aujourd'hui de cet effet d'aubaine. Dernière question peut-être. Est-ce qu'on peut assister à un chaos organisationnel? Ce qui est certain, c'est que les perturbations sont majeures aujourd'hui pour les compagnies maritimes qui doivent rerouter leurs services, qui doivent aussi déposer les 500 000 conteneurs dont je vous parlais dans des ports alternatifs. Donc on assiste à des congestions majeures dans certains ports. Corfacan, on en a parlé, ça commence à Jeddah. Les ports aussi d'Inde, Navacheval, port de Mumbai. Voilà. Et donc effectivement, comme je vous le disais en introduction, on assiste à une vraie crise logistique puisque les acteurs du transport maritime et portuaire n'étaient pas préparés à un événement de cette ampleur. Merci beaucoup Arthur Merci. Barrières-SDT, merci beaucoup.